Déjà, je voulais vous dire, j'aime pas trop Combini, personnellement. J'espère que ça vous pose pas trop de problème. J'aime bien tendre l'atmosphère, comme ça le mec est un peu désemparé, tu vois. Dans une interview, tu as dit que vous venez d'une famille dans laquelle les choses sont si graves qu'il est indispensable d'en rire. Ah ouais, c'est pas mal. C'est vrai que dédramatiser, c'est plus simple et c'est mieux à vivre. Tu vois, un drame est un drame de toute façon. Il y a une manière de le vivre, apparemment, c'est dramatique. Mais quand tu réussis à voir à la distance et que tu te dis finalement si on n'est pas mort, c'est pas grave, et que tu réussis à en rire, eh ben, tu le vis mieux, de manière générale. Je pense que le rire est un magnifique médicament pour aborder n'importe quelle situation, à quelque chose près. Et puis quand tu habites dans une cité, tu as des drames tout le temps, et on en rit tout le temps, souvent. Sinon, c'est drame plus drame, c'est dramatique, quoi, tu vois. C'est invivable, noir sur noir, il n'y a plus d'espoir, comme dirait Jean-Luc Lahaye. Sinon, tu t'apitoies sur ton sort et tu deviens de plus en plus lourd. Tu vois, les drames, ça rend obèse à l'intérieur. Tu ne peux plus te déplacer, t'es pas bien dans ta peau quand tu as un drame que tu n'arrives pas à surpasser. C'est pour ça qu'il y a plein d'outils à notre disposition. Il y a les psychologues, mais il y a aussi les humoristes. Cet accident, à 14 ans, comment tu fais pour l'outrepasser en fait? C'est pour ça que j'aime pas Combini, c'est aussi pour ce genre de choses. C'est des questions trop personnelles, trop intimes. Alors pour répondre à cette question relou encore, le déni, tout simplement. Le déni? Ouais, le déni. La seule manière pour moi de passer outre cet accident, c'est de me dire, il n'existe pas. Il existe évidemment, c'est là, je le mets dans ma poche et j'avance. Et une anecdote, si tu veux, le jour où on m'a appris que je ne bougerais plus le bras, j'ai tout de suite demandé au docteur s'il pouvait me prêter son stylo pour écrire de la gauche. Ça a été un réflexe immédiat. Parce que pas de temps à perdre, quoi, tu vois. Et je me suis mis à danser tout de suite. C'est une manière de nier que j'étais freiné ou diminué ou que je ne pouvais pas faire comme les autres. C'était impensable. Impensable de ne pas arriver à mes fins, c'est-à-dire vivre comme je l'entendais, quoi. Rire, faire rire. Tout à l'heure, justement, tu parlais des drames qui aussi pouvaient changer un peu ta perception des choses. Est-ce que justement là, c'était ça aussi, ou tu avais déjà cette envie de tout gagner, de tout transporter avec toi dès le début? Non, franchement, non. Mais si j'avais pensé ou si j'avais eu un plan de carrière ou si j'avais plus ou moins prédéfini là où je voulais aller, c'est-à-dire me retrouver là à faire une interview pour Combini, si j'avais prévu tout ça, je n'y serais évidemment jamais arrivé. C'était impensable ce qui m'arrive. Les choses se sont faites au fur et à mesure. Des rencontres et des plaisirs. Et ces rencontres et ces plaisirs, ça te donne confiance. Et après, tu te dis, allez, pourquoi pas, vas-y, j'enchaîne, puisqu'ils m'ont laissé rentrer là, peut-être qu'ils vont me laisser rentrer là. Et de cette porte s'ouvre une autre porte qui donne encore sur une autre personne qui est chargée de bienveillance à son tour parce qu'elle te trouve sympa. Et qui, tu vois, les choses se sont faites au fur et à mesure sans jamais aucun calcul. Mais il y a un truc qui est évident dès le départ, avant même l'accident, c'est il n'y a personne qui peut m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que mes parents m'ont toujours donné cette confiance, cet amour et ce moteur de tu es le patron de ta vie, on est là, on te soutient, on est autour de toi, on t'aime. Cet amour fait que tu n'as pas envie de les décevoir et que si eux te boostent, il n'y a personne qui peut te freiner en vrai. Tu te rappelles du premier jour où tu as improvisé un truc et tu te rappelles de la réaction des gens, tu te dis ok, c'est à peu près ça que je veux faire? Je me souviens de la première impro, ça c'est vrai, avec aucun objectif derrière, mais une sensation, une vraie première sensation. D'ailleurs, je l'ai raconté dans un de mes spectacles où je me fais virer de cours de mathématiques. Elle m'a dit dehors. J'ai dit ça va, c'est bon, pas la peine de gueuler, je sais comment ça s'écrit, c'est pas la peine de... Et puis je tombe par hasard sur le cours de papy, avec mon pote Alassane, et on les charrie. Ah, les bouffons, bande de... Ah, le mec il jouait une tomate. Tiens, grosse tomate, petite tomate. On les a insultés pendant une demi-heure, il nous a dit bon, si vous êtes si malin, vous descendez. Et il y a un mec qui a amené du Coca-Cola et des chips. Alors là, mon pote, on est descendu. On a essayé de faire... C'était une classe très impressionnante, d'ailleurs, c'était la 6e une. Et si vous êtes si malin, vas-y, fais-moi une vache. Et j'ai fait une vache. Même, je voulais pas me foutre la honte, je voulais pas faire... Et faire, tu vois. Parce qu'il y avait quand même, tu sais, il y avait des jolies filles, il y avait des mecs... on voulait pas se foutre la honte à la scène. Et je me suis assis, j'ai fait...
j'ai fait une vache assis le plus neutre possible, avec le moins d'effets possible. Ça a marché. Il m'a donné rendez-vous, il m'a dit viens toi demain si tu peux au cours qu'on donne à Jean Massé. Ben, j'ai été. Et ça s'est fait vraiment par hasard. Tu te fais virer de cours, tu essayes un truc. Et la première vraie belle sensation, c'est des applaudissements. C'était les intercollèges d'improvisation théâtrale qu'organisait Déclic Théâtre. Merci Déclic. Et je me souviens, c'était une improvisation comparée, donc ça veut dire chacun son tour. Et je suis rentré, j'ai fait un personnage et ça a ri et applaudi tout de suite. Mais sur la Vumère, c'est comme si j'avais eu le bac et la grecque d'un coup. Tu vois. Je me suis dit là, c'est bon. Et depuis ces applaudissements, je me souviens qu'ils m'ont vraiment orienté. J'avais envie de revivre ces applaudissements, j'avais envie de revivre ces applaudissements. Parce que ça donne une telle confiance. Tu te trouves mieux, plus beau, plus grand, plus fort. Et ces applaudissements ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, quoi. C'est vraiment ça dont on a tous besoin, c'est d'être considéré, applaudi, boosté, quoi. Ces premiers applaudissements m'ont fait prendre conscience qu'il pouvait se passer un truc par là. Tu vois ? Parce que d'un coup, tout ce qu'on me renvoyait à la tronche, que ça soit partout, tu vois, on est de trappe, on est petit, on n'est pas très bon, on est handicapé, on a tous les trucs qui font que ça rentre pas normalement, tu vois. Là, tous ces défauts étaient une qualité incroyable. Et les gens, d'un coup, applaudissent tes défauts, tu vois. Et ça c'est vrai que ça change tout dans ta propre perception de toi. C'est ça qui compte le plus, c'est comment toi tu te vois. Et la manière de te voir conditionne celle des autres. Parce que tu vis au travers des regards des autres. Le journaliste, il est arrivé, il me l'a fait comme ça. Écoutez, Jamel, je ne vais pas y aller par quatre chemins, je vais aller droit au but sans contourner la question. Je veux que vous me parliez en toute franchise de vos problèmes économico-socio-culturels. L'impro, ça permet d'être, si je veux, un grand chevalier sur mon destrier, tu vois, je peux être une chaise, tu vois, je peux être tout ce que je veux. Et ça, c'est quand même un pouvoir incroyable. C'était partir loin de ta propre enveloppe, tu vois, et emmener tout le monde avec toi. La vraie force, c'est de te mettre à rêver et de rêver tellement fort que les autres suivent ton rêve, tu vois, ils sont dans ton récit, ils te suivent sans aucun problème. Et une des choses qui me faisait le plus mal quand j'habitais en banlieue, c'est que je voyais que les gamins, ils arrêtaient de rêver. Et moi avec. La danse, le hip-hop, ça a relancé le rêve, et l'improvisation théâtrale avec. La machine à rêve était cassée à un endroit, et elle l'est encore à plein d'endroits. Et c'est vrai que la culture, ça fait redémarrer cette machine à rêve. Et moi, j'avais besoin absolument de rêver pour faire rêver les autres, tu vois. Ça m'a servi à ça, la culture, en fait. Et en plus, tu découvres à l'époque les Steinbeck, les Molières, etc. Ouais. Tu t'es renseigné, enfoiré. Première pièce que j'ai jouée, c'est Des souris et des hommes, de Steinbeck. Madame Haar qui m'a fait découvrir Molière. Madame Haar, c'était Des souris et des hommes. Madame Le Faou, c'était Molière et l'improvisation théâtrale. C'est des profs de français qui nous ont sauvé la vie, en fait. Tu te souviens, quand tu étais repéré par Radio Nova, via un sketch sur Hit. Je retire tout ce que j'ai dit sur Combini, je remplace par Je vous aime bien. Vous avez fini par me gagner. Au fur et à mesure des questions fouillées et intelligentes, ça finit par gagner mon respect. J'ai fait de l'improvisation théâtrale, j'ai fait la scène ouverte au théâtre de Trévise, et un jour, c'est grâce à Ramzy tout ça. C'est grâce à Ramzy. Jacques Massadian et Jean-François Bizot, les tauliers de Radio Nova à l'époque, étaient venus pour voir Eric et Ramzy jouer. Évidemment, Ramzy s'est pas réveillé. À 19h40, hein. Il avait rendez-vous. À 19h40, il n'est toujours pas levé. Et comme il n'est pas là, Eric et Ramzy ne sont pas passés. Et je suis passé à leur place. Et ils m'ont pris comme ça. Ça a été un hasard absolu, en vérité. Ils sont venus au théâtre de Trévise pour voir Eric et Ramzy, et c'est moi qu'ils ont convoqué le lendemain, avec Eric et Ramzy. Là, il était à l'heure. Et bon, Eric et Ramzy m'ont présenté Fred. Pas longtemps après, je suis arrivé avec Omar, et on a fait une émission avec Fred, Omar, Eric, Ramzy, Vincent Dezania, Michael Youn. Ça s'appelait le KX. À ce propos, j'ai rendez-vous avec l'ambassadeur. On peut pas régler le son. Ferme ta gueule, on a commencé l'émission là. Vas-y, l'autre il insulte direct. Pas tout de suite, tu vois. Tu vois, il y avait déjà là l'essence de ce qui se fait aujourd'hui presque, tu vois. Hit, ça s'est fait vraiment par hasard, parce que j'avais vu un sketch d'Albert Dupontel, c'était Rambo. Tu te souviens, Rambo? Hier, j'étais au cinéma. J'ai vu un super film.
Je veux Rambo. Il raconte Rambo, mais tu sais, il est submergé par le film. Et c'est Rambo. Il va plus vite que, tu vois, ses pensées vont plus vite que sa bouche. Et putain, il le vit tellement intensément, le truc. Il a envie de te raconter le film, il a envie de te taper. Histoire Vietnam. Putain, enculé, putain, on sait pas qui c'est le Vietnam, mais il veut lui péter la gueule, putain. Il veut te transmettre la joie, les sentiments qu'il a eu à regarder ce film, tu vois. Il veut que tu sois avec lui dans toutes les scènes telles qu'il les a vécues. J'ai trouvé ce personnage tellement fort parce qu'il ressemble à la moitié des mecs de mon quartier quand ils vont voir un film. Tu sais comment ça coûte cher d'aller voir un film, frère. Donc aller voir un film, quand ils vont le voir, ils le regardent avec les yeux, les oreilles, tous les sens possibles, imaginables. Ils touchent l'écran s'ils pouvaient. Et quand ils ressortent, ils sont le film. Tu sais, il y avait encore une autre. Quand on regardait un film avec Rocky, on avait envie de taper tous les gens qu'on croisait dans la rue, pour voir si on était aussi fort que Rocky. Et quand j'ai vu Albert Dupontel, il m'a tellement frappé, j'ai trouvé ça tellement drôle, et que j'ai eu envie de raconter des films comme lui. J'ai été voir Hit, j'ai écrit Hit, et je l'ai essayé sur une scène ouverte au théâtre de Trévise. Tous les dimanches, il y avait une scène ouverte. Et ce jour-là, Ramzy n'est pas venu, pour mon plus grand bonheur, et j'ai été pris à Radio Nova. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des années, j'ai aucune date précise, on t'aurait proposé un gros chèque, 1 million d'euros, qu'il y avait ton père quelque part, je sais pas si c'est vrai justement. Ah. Et t'as refusé. Putain, comment tu sais ça, toi? Je me souviens plus de la somme. Mais c'est vrai que je jouais dans un petit café-théâtre qui s'appelle The Movies, il y avait 4 personnes, 5. Et puis un monsieur qui s'appelle Charles Benloulou, que je salue, que ça fait très longtemps que j'ai pas vu. J'espère que tu vas bien, Charles. Qui était le responsable de TF1 Vidéo à l'époque, et qui m'a proposé effectivement un très gros chèque pour signer 3 spectacles. Et je me suis dit, s'il me propose autant d'argent alors qu'il n'y a que 4 personnes dans la salle, je vais attendre qu'il y en ait 8, peut-être que ça doublera le montant. Je vais attendre. C'était une proposition tellement énorme, et je me souviens d'à l'époque, c'était pas 1 million, c'était 1 million de francs, t'as raison. Ça, 1 million de francs. 1 million de francs. Et mon père était à côté. Et c'était à l'époque du jeu avec Philippe Risoli. On entendait tous les week-ends le million, le million, le million. C'était le gimmick de toute la France à ce moment-là. Et le mec, il a dit cette phrase, ouais, je te propose 1 million de francs. Ben, mon père, il a fait une crise d'asthme. Il n'avait jamais fait d'asthme de toute sa vie. On était dans la merde à ce moment-là. Et c'est vrai que j'y ai pas été. Mais l'offre était tellement incroyable et tellement prématurée, je trouvais, que c'était pas le bon moment. Ça m'aurait dénaturé, j'aurais jamais fait la carrière que j'ai fait, c'est sûr. Mais c'était sans ce calcul-là. Aujourd'hui, je peux te répondre ça avec cette distance. À l'époque, je me suis juste dit non, non, c'est pas le moment de signer des trucs. Et on a eu une chance incroyable, c'est d'être... On a été très bien payé sur H, par exemple, où là, j'ai tiré d'affaire ma famille tout de suite. Vous êtes en train de me traiter, là? Moi, je vous ai pas traité. Ah, vous avez bien entendu. Attention, votre obstacle. Ah bah c'est toi l'escroc, toi. Mais je vous demande de vous calmer, monsieur. Si je me calme pas, tu vas me faire quoi? H, ça a été extraordinaire à vivre, dans tous les sens du terme. Je passais du RMI à l'ISF. C'est 3 lettres complètement différentes, hein, qui changent toute ta vie. Via une série. Via une série, H. En 7 lettres, ça réglait ma vie. Non, on a eu beaucoup de chance, Eric Ramzy. C'était une époque bénie, Alain De Greff aux commandes, Pierre Lescure pas loin. Collignon, Tétagnon. Oh, Tétagnon, très bien, Tétagnon. Cannabis. Cannabis. Je veux pas être la première classe, sergent. Tu vois, à 20 et quelques piges, sortir d'Astérix, d'Indigène et d'Amélie Poulain, comme tu dis, rien n'était impossible derrière. Tu pètes un câble, la vie de même, là, alors là, poteau, cherche pas, c'est la boule à facettes dans ma tête. Il y a un DJ à l'intérieur. Ah ouais, non, mais je suis parti en cacahuète. Cacahuète 2000. Mais on a tout vécu à 10 000 à l'heure. C'était le festival de Cannes. C'était Canal+, qui était sur le toit du monde. C'était nous qui étions les bienvenus partout. C'était tous les jours notre anniversaire. Partout où j'arrivais, je disais c'est mon anniversaire. Tout le monde me disait joyeux anniversaire. Partout, dans un supermarché, dans une boîte de nuit, même à la mairie. Je dis bonjour, c'est mon anniversaire. Joyeux. Et j'ai profité de ça pendant des années. J'ai tout cramé. J'ai tout vécu à fond la caisse. Parce que c'est pas normal de vivre ce qu'on a vécu à cet âge-là. J'en ai allègrement profité et fait profiter, j'espère. Et aujourd'hui, je suis un peu revenu de ça. Je me suis apaisé à cet endroit, tu vois, on a fait toute cette fête qu'on devait faire. Et aujourd'hui, la fête est toujours aussi présente, mais elle est plus mesurée. Jamel, de l'extérieur, on pourrait croire qu'il est bordélique et qu'il improvise tout, mais en fait, c'est un comédien qui est très précis et qui est aussi très exigeant avec lui-même.
On apprend quoi de Chabat, justement, de rencontre avec un mec comme Chabat? Bah, justement, désacraliser. Tu vois, quand il faisait Astérix, il était César. Il était à la tête d'un des plus gros films de l'histoire, presque, tu vois, en vérité, quand tu regardes. Aujourd'hui, avec du recul, il avait des moyens colossaux et puis il avait une production, il avait des acteurs incroyables à sa disposition. Et on avait l'impression qu'il faisait un court-métrage. Tu vois, il se baladait autour de décors. Tu sais, c'était monumental quand même, franchement. Dans le désert là-bas à Ouarzazate, c'était fou ce truc. Et lui, on avait l'impression qu'il faisait un sketch. Tu vois. Et rien l'atteignait. Mais je suis sûr qu'à l'intérieur de lui, il était quand même très conscient. Mais cool. C'est un mec cool. Et il prend tout cool, pour de vrai. C'est pas une fausse coolitude, quoi, de mec qui joue le mec cool. On en connaît plein, quand même, comme ça, tu vois. Ça m'a toujours impressionné, tout le monde te dira ça. Il a un talent incroyable, il donne le sentiment qu'il n'en a pas. Et il se met à ta hauteur tout le temps. La grande force d'Alain Chabat, c'est qu'il regarde jamais comme ça les gens de haut, en se disant putain, ils sont plus forts que moi, ou ils sont plus faibles que moi. C'est un mec qui va regarder tous les gens à la même hauteur. Ça, c'est une grande leçon, je trouve, dans le monde dans lequel on vit, tu vois. Excuse-moi, je change mais ça pique. Ça, c'était extraordinaire. Très grande fierté d'avoir réussi à contribuer à ce que les tirailleurs sénégalais, marocains, tous ces gens qui ont aidé à faire reculer l'obscurantisme soient reconnus à leur juste valeur. Ils touchaient 70 €. Ils ne pouvaient pas retourner dans leur pays d'origine. Maintenant, ils sont à 700 et quelques, je crois. Et ils peuvent les percevoir dans leur pays d'origine. Donc, ça change absolument tout. Ton grand-père est né à Taza, t'es né en 10e, pas très loin. Et tes enfants sont nés côté de l'hôpital américain à Neuilly. Comment on fait pour trouver un équipement entre trois lieux comme ça qui n'ont strictement rien à voir? C'est une force incroyable. J'ai l'impression d'avoir voyagé sans avoir quitté ma chaise, d'avoir fait le tour du monde. Tu vois, mon père, il est né dans une étable à Taza, c'est vrai. Un des premiers mots qu'il a dit dans sa vie, c'est « bah ». Et il rigole, mais c'est vrai. Je le dis dans le spectacle. Moi, je suis né à Barbès, dans une cuisine presque. Mes enfants, ils sont nés dans un iPad à l'hôpital américain, c'est vrai. Pour autant, nos parents nous ont filé suffisamment d'outils, tu vois, pour aborder ce monde. J'ai été entouré de bienveillance. Je pense qu'il ne faut absolument pas chercher à se mouvoir là-dedans. Tu te poses aucune question. Tu vois, il n'y a pas de mode d'emploi pour vivre ça. Ça n'existe pas, tu vois. Tu n'as pas choisi que ton père soit né à Taza et que tes enfants soient nés à l'hôpital américain. Tu le vis. Et je pense que malgré tout, un truc qui t'aide à slalomer là-dedans, c'est les gens avec qui tu vis. Les gens qui t'entourent, ton équipe, au day-to-day, c'est la chose la plus importante parce que c'est elle qui te fait évoluer ou régresser. Tout dépend du niveau que eux ont. C'est cet adage qui dit qu'ils se ressemblent, ça semble, moi j'y crois, hein, vraiment. Le plus dur dans notre métier, c'est d'aller chercher la vérité, tu vois, la vraie vérité. Nous, on passe notre temps à fabriquer des trucs, tu vois, donc forcément, avoir la vraie vérité, c'est quelque chose, c'est une quête perpétuelle. Et la seule manière de l'obtenir, c'est d'être entouré de gens vrais qui sont avec toi pour les vraies raisons. Tu l'as trouvé ou pas? Quoi? La vérité? Pas encore.